Donc nous, on va vous parler en fait d'OpenStack et plus précisément en fait, donc ça va pas être un cours généraliste sur OpenStack où on va vous expliquer ce que c'est. On va juste nous vous faire un retour d'expérience sur la façon dont on l'a pensé et implémenté chez nous au sein de notre société. Donc à mes côtés, donc Stéphane Engel, directeur technique de la société qu'on représente aujourd'hui. Donc la société c'est SafeBrands et moi-même donc votre orateur Clément Devaux, donc chargé de mission innovation et accessoirement administrateur système. Voilà, donc en quelques mots, SafeBrands, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc nous sommes une société qui existe depuis 20 ans. On a démarré sur Marseille en fait. Donc pour la petite anecdote d'ailleurs, on était sponsor du club de la ville, donc de l'OM. Il y a 15 ans maintenant, je crois, on était sur le maillot. À l'époque, ça ne coûtait pas très très cher de poser le logo. Donc on était sous le nom de Planète Marseille, puis May Club et maintenant SafeBrands. Donc on est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs répartis sur Marseille, Paris et Montréal, tout nouvellement. Et notre cœur de métier premier, nous sommes un registraire, donc nous faisons du dépôt de nom de domaine pour nos clients et nous sommes également hébergeurs sur nos propres infrastructures en data center, en espace privatif. Donc sur Paris et Marseille, on est en train de développer le Canada pour des problématiques évidentes de cloud, vu qu'on va parler de ça. On fait également de la protection de marque sur Internet et de la veille sur les réseaux sociaux et sur qu'est-ce que vos noms font sur Internet. Voilà. Donc OpenStack, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet lancé en 2010 en fait, fruit d'un travail collaboratif entre Rackspace et la NASA, qui a ensuite été cédé à la fondation OpenStack en 2012 pour encourager le développement et les initiatives autour de ce projet. Donc c'est un ensemble de logiciels open source de cloud computing. Donc voilà, c'est plein de briques en fait. Il est pensé en architecture modulaire composée de plusieurs briques qui permettent en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, d'utiliser ou non des briques. Donc pour les principales briques, on a Cinder, donc qui est le stockage de blocs qui fournit des périphériques persistants aux instances que vous allez pouvoir créer dans votre interface OpenStack. La partie Nova qui est vraiment qui gère les ressources de calcul de vos infrastructures. Glance qui est le service d'image, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de créer vos images prêtes à l'emploi ou de manière plus générique pour ensuite en fait être lancé dans une instance via le Nova. La partie Keystone qui va gérer toute l'authentification, l'interaction entre les différentes briques en fait, qui a le droit de faire quoi, les autorisations qu'il y a, voilà. Le Swift, en fait, donc la partie stockage d'objets. Donc nous, à titre d'exemple, chez nous, on a monté une suite collaborative basée sur Nextcloud, en fait, et toute la partie stockage repose sur le Swift de notre cloud OpenStack. Donc voilà. Ensuite, la partie Neutron. Donc l'important, c'est la virtualisation de tout ça, en fait, pour que ça puisse communiquer avec l'internet et que les ressources qui sont hébergées sur le cloud OpenStack puissent communiquer avec l'extérieur. Voilà. Pourquoi choisir OpenStack et plus précisément pourquoi nous avons choisi OpenStack? Tout d'abord, en fait, l'interface web unifiée, en fait, donc l'Horizon, qui est un produit open source, est malléable, en fait. Donc ça permet, si vous voulez, de faire l'amener d'une façon à quoi vous voulez qu'elle ressemble, en fait. Nous, vu qu'on, si vous voulez, on a plein de métiers qui vont donc effectivement du dépôt de nom de domaine, donc avec la gestion DNS pour nos clients, à de l'hébergement, de la virtualisation, mais aussi du serveur dédié. Ça nous a permis en fait d'afficher plusieurs menus et au final, l'idée c'était d'en faire une interface unifiée pour nos clients où ils pouvaient retrouver l'ensemble de leurs produits dans notre interface. Donc voilà, donc c'est devenu en fait la tête d'affiche de notre offre Cloud Made in SafeBrands. En fait, quand on a commencé à s'intéresser au cloud en 2012, on opérait de la virtualisation, on vendait de la virtualisation via VMware. Donc je sais qu'il y a eu des conférences aujourd'hui là-dessus, donc je ne vais pas leur taper dessus. Juste en fait, nous, le gros problème qu'on a eu avec ça, c'était le discours commercial était difficile parce que leur client lourd à l'époque, le vSphere, le vCli, compatible que Windows, et commercialement parlant, c'est difficile d'aller défendre un produit où la personne en face de vous reçoit qu'avec des Mac ou des Linux en fait. Du coup, vous vous dites, bah ouais, ok, on va vous vendre du cloud sous VMware, mais vous ne pourrez pas forcément l'utiliser. Donc le besoin pour nous, c'était vraiment de trouver quelque chose, vu qu'on a une culture open source, donc qui viennent de l'open source et qui nous permettent en fait d'être multiplateformes et vraiment on ne soit pas bridé par un client lourd. Donc l'avantage d'OpenStack, c'est qu'on repose sur la brique Horizon, qui est une interface web en fait, qui permet de manager tout ça. Et ça répondait nous à ce besoin-là, et c'est devenu en fait la tête de proue de notre offre cloud chez nous. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, l'esprit modulaire conforme à notre esprit d'entreprise. Et enfin, notre culture d'entreprise, comme je vous disais, donc on opère nos propres infrastructures sur notre propre AS au sein de notre data center.
Donc on voulait vraiment avoir la maîtrise de A à Z, donc de la partie réseau jusqu'à la partie matérielle et vraiment ne pas dépendre d'un fournisseur tiers pour ce genre de choses. Donc je suis cloud. Pourquoi je suis cloud? Parce qu'en fait, si vous voulez, notre cheminement qu'il a été à l'époque, c'est que bien souvent, nous sommes des techniques, on a un langage technique, on a un discours technique, on sait de quoi on parle, on sait que c'est sexe, on sait que ça va marcher, mais on a des dirigeants au-dessus de nous qui ne sont pas forcément techniques, qui viennent de différentes formations et cursus et qui n'ont pas la même vision que nous, et eux, ce qu'ils pensent, c'est comment le monétiser, cette chose-là. Donc nous, si vous voulez, on a dû d'abord adopter l'esprit cloud. Ça veut dire quoi, adopter l'esprit cloud? C'est tout simplement comprendre chaque brique, chaque mécanisme qui compose l'OpenStack et savoir à quoi ça fonctionne. Ça nous a permis, en fait, une fois qu'on a commencé à comprendre ça, de designer correctement notre architecture. Savoir qu'est-ce qu'on allait en faire, quel était le nombre de serveurs que nous allions avoir besoin, où les mettre géographiquement pour assurer une résilience en cas de problématique, et surtout le dimensionner correctement pour ne pas se retrouver avec de la puissance qui pourrait nous manquer à terme. Voilà. Donc ça a été un gros travail de performance et optimisation. Donc pour la petite anecdote, c'est quelque chose qu'on a démarré en phase de réflexion, je crois, en 2012. Et c'est un projet qui est arrivé à maturité chez nous au bout de 2 ans. Donc avec la réflexion, le design, l'étude des différentes solutions, savoir quoi mettre et où et compagnie. Voilà, et donc comme je vous disais, donc faire adopter l'esprit cloud. Une fois que nous on avait compris comment ça fonctionnait, ce qui était important de faire, c'est de faire comprendre à notre direction qu'est-ce que eux, ça allait leur amener et qu'est-ce que surtout ça allait apporter à nos clients. Comme je disais tout à l'heure, OpenStack est un produit modulaire avec plein de briques, on peut vite s'éparpiller et se perdre. Et l'important, c'était vraiment à l'époque, comme on démarrait petit, c'était quelque chose qui était assez méconnu encore à l'époque, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait prendre pour répondre à un besoin sur l'instant T, quoi. Donc voilà, comme je vous disais, la finalité, c'était partager notre vision et savoir ce que nous voulions en faire. Donc de la bêta à la finale, donc, notre première version bêta qu'on a sortie chez nous en interne, donc parce qu'on a été dans nos premiers utilisateurs. Pour vendre ça commercialement à nos clients, il faut d'abord que nous on y croit, parce que si on vit comme là, si je viens vous parler de ça, c'est que j'y crois. Hormis le fait que je ne suis pas trop à l'aise à parler en public, mais voilà. Donc de la Grizzly, en fait, qui a été la première version bêta qu'on a eue chez nous à la Rocky aujourd'hui. On a essuyé quelques plâtres, quelques surfroides, quelques nuits blanches, et ça nous a permis de tirer une expérience et savoir ce qui était à faire et pas à faire. Donc notre première version, en fait, on est passé d'un stockage local à un stockage distribué et répliqué. Donc il faut savoir que les premières versions qu'on avait sous Grizzly, en fait, on opérait ça chaque Nova. En fait, quand on instancie une VM, donc il faut savoir que c'est réparti de manière complètement hasardeuse, entre guillemets, c'est de l'équilibrage de charge. On se retrouvait donc avec la partie disque et les métadatas qui étaient sur un Nova. Ce qui fait que quand on avait besoin d'évacuer pour une maintenance les VM sur un autre hyperviseur, donc on se retrouvait en fait avec un temps d'indispo de ces machines-là qui était important parce qu'on n'avait pas juste à déplacer les métadatas, on avait également à déplacer toute la partie disque. Donc ça prenait un temps de copie qui était considérable. Donc le choix s'est vite porté vers en fait un système de stockage distribué et répliqué pour justement accélérer ce processus-là. Donc la consolidation partie réseau qui a été aussi un chantier important. Donc vu qu'on est sur une couche de virtualisation avec OpenVSwitch, on a eu quelques faiblesse à ce niveau-là au début, parce que le produit n'était pas forcément mature à l'époque et on a dû vraiment travailler sur une consolidation de tout ça. Donc on a consolidé les briques en intégrant notamment du LBAS, donc c'est du load balancing as a service. En fait, d'ailleurs, c'est de l'achat proxy embarqué dans l'OpenStack qui permet en fait de fournir de la résilience, ce genre de choses. Le firewall as a service pour répondre aux questions qu'on avait souvent sur des appels d'offres, c'était la question de la sécurité de ce cloud-là, et le VPN as a service qui fait également la même chose, c'est pouvoir sécuriser vraiment ce cloud en termes d'administration. Voilà. Ensuite, sécurisation partie réseau via routage distribué. Donc ça a été un gros chantier parce qu'au fur et à mesure qu'on évoluait dans des versions, on a consolidé différentes choses. On s'est aperçu qu'il y a un SPOF demeuré chez nous, c'était la partie neutron, donc qui est vraiment le cœur de l'OpenStack, c'est la partie réseau, c'est par là où les flux rentrent et sortent. Et si ce truc-là tombait, vous avez tout votre cloud derrière qui est dans le noir. Donc les différentes versions nous ont permis d'arriver sur ce qu'on appelle le L3 agent, en fait, qui embarque en fait, des petits agents neutrons nomades, entre guillemets, embarqués sur les Nova. Ce qui fait que ça permet de basculer dans un mode lecture seul en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs neutrons en fait, sur votre cloud. En fait. Voilà, donc c'était un des gros chantiers ça, qui nous a permis de supprimer ce SPOF. Ce qui fait que dans ce mode-là, vous êtes en mode dégradé, en fait, où votre cloud est en lecture seule, vous ne pouvez pas faire de modification, le piloter, quoi que ce soit, mais toute votre infrastructure continue de tourner, ce qui vous donne moins de stress pour aller le réparer et compagnie.
Voilà, donc, et enfin, le dernier point, donc effectivement, comme je vous disais, la clusterisation des services de pilotage. Donc, notamment, nous, un des gros chantiers, ça a été la partie RabbitMQ, en fait, qui est la queue de messages dans OpenStack, en fait, où tous les différentes briques viennent poster leurs messages d'instruction et en fait, les autres viennent récupérer et exécuter les différentes instructions. Par exemple, vous allez avoir le Cinder qui va poster une information à destination du Nova pour lancer une instance. C'est là-dedans que ça va être. Donc, ça, on l'a clusterisé sur plusieurs nœuds géographiquement et au niveau de différentes machines, et la partie MySQL en fait, qui contient toutes les configurations relatives aux instances, aux autorisations des comptes et compagnie. Donc le retour d'expérience, Debian, notre force mais aussi notre faiblesse. Voilà, donc nous on a fait le choix en 2012 qui était à l'époque, les premières formations qu'on a fait, c'est assez rigolo d'être là aujourd'hui, c'était chez Alterway. C'est Alterway qui nous a formés à l'époque, et je me souviens quand on a fait la formation, les TP qu'on a pu faire étaient sous Ubuntu, parce qu'à l'époque c'est ce qui se faisait avec Red Hat. Et nous, on ne fait rien comme tout le monde généralement, on aime bien se compliquer la vie. On s'est dit, bah non, nous on fait chez Debian, on va rester chez Debian, on va le faire chez Debian. Ils nous ont trouvé couillus à l'époque, on a réussi. Mais voilà, donc c'est notre force et notre faiblesse. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, Debian c'est des intégristes de la stabilité. Donc souvent ils accusent énormément de retard de version. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur notre cloud interne, on n'est pas sur la Rocky parce qu'on est tributaire en fait, de la version qu'il y a dans les repos. Donc voilà, c'est aussi notre faiblesse. On ne peut pas forcément proposer toutes les dernières versions commercialement parlant à nos clients. Le passage de Mirantis au repos Debian officiel, ça a été aussi une belle session émotion parce qu'en fait, nous opérions au départ sur Mirantis, que ce n'était même pas présent en 2012 chez Debian, en fait, ce n'était pas encore supporté pour les raisons qui ont été évoquées sur le point 1. Donc on utilisait à l'époque Mirantis et à un moment donné, ces repos ont été abandonnés. Donc, il a fallu basculer en catastrophe sur les officiels Debian qui venaient d'être créés. En fait, il n'y a plus d'intérêt pour Mirantis de les supporter, donc ça n'a pas été évident à basculer là-dessus. L'esprit modulaire d'OpenStack, en fait, donc ça on s'est rendu compte avec le temps, c'est que comme c'est des briques en fait, et des modules qui peuvent être gérés indépendamment, et chaque en fait, module peut être un projet en fait, géré par une équipe bien définie, et le gros risque en fait, c'est le cloisonnement d'informations et la perte de compétences que vous pouvez avoir, parce que vous le savez tous, dans une entreprise, il y a du turnover, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, donc vous perdez à un moment donné une compétence sur un truc bien spécifique, et c'est ce qu'on a pu connaître. Enfin, je rajouterais que c'est un projet qui est gigantesque, donc quand on se lance dans l'aventure OpenStack, en fait, c'est important d'avoir un staff bien dimensionné derrière, parce que sinon c'est un projet qui peut vite vous prendre énormément de temps. Énormément de temps. Et quand vous êtes des sociétés comme c'est notre cas, où vous n'êtes pas forcément un staff de 200 personnes, nous, on était une dizaine à l'époque. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps forcément. Et comme vous ne faites pas que ça, c'est des projets qui durent dans le temps, mais vraiment dans le temps, quoi. Voilà. Et donc, un dernier point, donc les montées en version difficile sous Debian, parce qu'effectivement, OpenStack, c'est quand même un projet assez gigantesque. Et le souci qu'il y a, c'est quand vous mettez à jour en fait, entre différentes versions, que ce soit les majeurs en début d'année ou les mineurs en milieu d'année, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc vous êtes obligé, en fait, si vous voulez, quand vous faites les mises à jour, de récupérer les configurations que vous avez pu faire dans les anciens fichiers de conf, les reporter dans les nouveaux en prenant en compte les nouveautés qu'il n'y avait pas dans les anciens. Donc ça occasionne des temps d'interruption plus ou moins longs, suivant si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Et du coup, on peut se retrouver avec des difficultés à estimer le temps que ça va prendre en termes d'indispo et en termes de fenêtres de mise à jour. Et enfin, le choix du matériel, qui est super important pour le principe d'évacuation des VM notamment. Donc, chaque Nova, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez faire une maintenance sur un Nova, vous évacuez vos VM. Sauf qu'on raisonne dans ce moment-là en CPU et en RAM. Donc, il est important que les matériels soient assez proches en termes de ressources matérielles, parce que sinon, votre VM, elle s'évacue tout simplement pas, en fait. Donc, l'harmonisation du matériel, de la couche basse matérielle, est super importante sur la partie OpenStack. Et enfin, donc le point important, c'est Ceph, c'est la maturité en devenir. Alors pourquoi Ceph, la maturité en devenir? Donc comme je vous le disais, historiquement, on a commencé avec du stockage LVM local à chaque Nova. Et quand on s'est aperçu rapidement qu'on devait passer sur du stockage distribué et redondé, on a d'abord étudié avant de passer sur le Ceph parce que ce n'était pas encore assez mature à l'époque. On avait notamment l'implémentation avec le Cinder qui était assez compliquée, les states des disques remontaient de manière faussée. Ça remontait endommagé alors que ça ne l'était pas, ou alors ils étaient endommagés, ça ne le remontait pas. Donc on avait vraiment des problèmes, on avait du mal à savoir l'état de santé des VM. Donc on est passé par Nexenta Core et compagnie. Donc ça a été vraiment très compliqué. C'est un produit aujourd'hui qui arrive à maturité, qui fonctionne en harmonie avec OpenStack, mais ça n'a pas été évident à gérer. Voilà, donc notre cloud aujourd'hui et demain. Donc la partie IaaS, on offre aujourd'hui un accès complet de services d'infrastructure IT. Donc on peut voir sur le schéma que je vous montre que sur la partie IaaS, en fait, nous, on va vraiment intervenir sur la partie
réseau externe et plateforme matérielle. Et on va laisser le choix en fait, à nos clients de gérer leur réseau privé virtuel, donc pouvoir créer leur routeur, leur VLAN, leur réseau privé au sein du cloud eux-mêmes. La couche de virtualisation et tout ce qui est système d'exploitation et logiciel va rester à leur charge. Voilà, donc ça leur permet un pilotage complet, totale maîtrise de la sécurité, création de comptes supplémentaires, upload de vos propres images. Donc ça vous permet, nous on fournit en standard des images en fait, génériques qui vont correspondre au plus grand nombre, mais vous pouvez donc du coup créer vos propres images basées sur Cloudinit qui vous permettent d'intégrer vos applicatifs et compagnie. Donc le pilotage de vos instances, instantané sauvegarde de volume. Voilà. La partie passe. Donc là, effectivement, on va prendre en charge plus de couches que sur la partie IaaS. On ne donnera pas forcément l'accès au réseau privé. C'est nous qui allons créer la partie routeur et réseau privé. Et donc là, le client va pouvoir interagir sur son système d'exploitation, sur sa couche de virtualisation et sur ses logiciels. Et enfin, la partie SaaS, donc ça c'est une des briques en fait, qu'on a implémentée, où là effectivement on prend en charge la totalité des choses. Donc on repose pour ça sur une brique, un des projets de l'OpenStack, c'est Murano en fait, qui permet en fait via un catalogue d'applications en fait en ligne, c'est du one-click. Vous pouvez instancier un WordPress, un PrestaShop à la volée, clé en main en fait, où vous recevez après vos identifiants par mail et compagnie. Ça vous permet pour du ponctuel, du jetable, d'avoir vraiment des ressources. Voilà, à noter que sur le Murano, en fait, vous avez une instance qui vous est dédiée, mais vous n'avez tout simplement pas accès à ça. Voilà, donc enfin le cloud privé hybride, donc ça par exemple c'est quelque chose qu'on met en place chez nous également. Donc là je vais vous prendre le cas concret qu'on a nous chez nous en interne, le cas d'un fournisseur e-commerce en fait. Donc c'est ma puissance qui est dédiée en fait. Vous êtes raccordé au niveau mutualiste juste à notre réseau et en fait vos machines vous sont dédiées en fait. La puissance de votre cloud vous est dédiée. Et vous avez la possibilité, pour des besoins ponctuels, de venir chercher de la puissance sur notre cloud public. Donc un exemple concret, un site de e-commerce, cloud privé, vous avez votre trafic, vous avez votre activité. Et puis demain, vous allez passer dans un journal télévisé pour une promotion, le Black Friday par exemple, et vous savez que vous allez prendre plus de trafic que prévu et donc avoir besoin de plus de ressources. Il est possible du coup de se connecter en fait sur notre cloud public et donc du coup d'utiliser temporairement cette ressource qui vous sera facturée à l'usage pour englober cette charge en fait. Voilà, ça permet donc d'apporter de la scalabilité. Voilà, donc le one more thing ensuite. Et demain, donc qu'est-ce qu'on va en faire tout ça? Parce que maintenant on a quelque chose qui fonctionne, mais c'est bien de penser à demain. Donc le DNS, le cœur de nos métiers, au cœur de notre cloud en fait. Donc comme je vous disais, nous sommes registrars de nom de domaine. Donc on gère des zones de DNS pour nos clients, tout ça. Donc demain, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer à nos clients de gérer leur zone DNS directement dans notre interface cloud afin qu'ils aient tout unifié au même endroit en fait. Donc ça, c'est une brique qu'on est en train d'intégrer actuellement. La partie Big Data, via un module qui s'appelle Sahara, en fait, qu'on intégrera également dans notre cloud. Ça permet en fait, de piloter via votre cloud en fait, des Hadoop et des Solaire qui sont rattachés à votre cloud et de manière simplifiée, vous pouvez donc piloter tout cela. Et enfin, la partie Trove, donc en fait c'est du DB as a service, le même principe, en fait ça vous permet de piloter des clusters de type Percona, de type MariaDB, SQL, Postgres, enfin ce que vous voulez, depuis directement votre cloud. Donc en plus un des principes, une des forces d'OpenStack, c'est le principe d'IP flottante. Donc ça permet en plus de ne pas les rendre disponibles sur Internet, c'est que vous les pilotez en IP privé et ce sont par exemple vos frontaux web qui vont interagir avec eux. Voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute. Peut-être été un peu vite. C'est la fin de journée. Oui, une question, j'emmène le micro. Hop. Bonjour. Bonjour. J'ai loupé le début de la présentation. Du coup, je me demandais si vous utilisiez Triple O ou pas. Non. 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 Déployer tous les composants. Non, du tout. À la main, En fait, OpenStack, si vous voulez, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, comme c'est un projet gigantesque, et qu'on est sur plein d'autres projets également, on n'a pas forcément toujours de faire de la R&D poussée, donc effectivement, c'est des choses qu'on n'utilise pas actuellement. Enfin, je crois pas, je pars sous ton contrôle, il me semble pas. Hop, excusez-moi. Bonjour. Non, la partie Triplo, pas du tout. Alors, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, qui permet pas mal de se faciliter la vie. Maintenant, il faut comprendre que, comme l'a dit Clément précédemment, nous n'aimons pas faire les choses comme tout le monde. Et nous sommes des maniaques du contrôle. Et la manière dont on a appréhendé l'OpenStack, grosso modo, on a disséqué l'OpenStack, on l'a mis en pièces détachées.
grosso modo, puisque c'est quelque chose de libre. Donc on a cherché à comprendre vraiment chaque mécanique. Donc là, on a survolé la thématique parce qu'on pourrait tenir des heures et des heures sur chaque module. Par exemple, on a parlé du Designate très sommairement, du Murano, d'autres mécaniques. Et le Triplo, quelque part, pour nous, ça représentait une gêne dans notre philosophie de contrôle. Donc on préférait avoir les pleins contrôles, assumer les montées en version, etc., etc. Malgré tout, bien sûr, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, les déploiements sont moins aisés, les montées en version sont beaucoup moins aisées. Si vous opérez, vous avez l'air de connaître le domaine, si vous opérez ce genre de choses, typiquement les montées en version, une fois sur deux, oui, il y a des bases de données, de services qui claquent, ce genre de choses. C'est moins évident, mais notre philosophie, on préfère avoir la pleine maîtrise et comprendre ce que l'on fait. Donc Triplo a été éliminé pour cette raison-là. Voilà. Deuxième question, c'était de savoir combien de personnes vous étiez justement pour opérer toute cette plateforme. C'est confidentiel. Non, je plaisante, on était 4 ou 5 à l'époque. Un petit staff. Alors, c'est assez sportif, effectivement, parce qu'en gros, nous avons une équipe d'une petite dizaine de personnes. Donc, c'est pas énorme, faut être honnête. Voilà, nous sommes des nains. Maintenant, voilà, c'est un produit que nous offrons aux clients, mais notre premier client, c'est nous-mêmes. Voilà. Derrière, ça va nous servir à alimenter des solutions d'intelligence, des solutions de DNS, etc., etc. Donc, l'avantage, c'est que nous avons tout agrégé là-dedans et ça nous facilite aussi la vie. C'est pas de l'OpenStack, plus du DNS à côté, etc., etc. Typiquement, par exemple, lorsqu'on a intégré la brique Designate, l'OpenStack, finalement, ça va être quoi? Ça va être une espèce de liant. Ça n'a rien inventé, vous allez retrouver du KVM, vous allez retrouver de l'Open vSwitch, JVR mécanique, mais c'est un liant. Et au niveau DNS, typiquement, c'est exactement le même principe. Et quelque part, ça nous permet aussi de réduire, alors, on s'en dépendant de l'OpenStack, mais en réduisant l'empreinte technologique aussi. C'est-à-dire qu'on va piloter finalement nos nœuds DNS comme des nœuds Nova, c'est-à-dire des membres du cluster, et ça nous permet très aisément de passer d'un bind, d'un power DNS, un unbound, ce genre de choses. Et finalement, ça nous permet d'abstraire aussi le DNS. Voilà, c'est notre philosophie. Et pour ça, on a décortiqué la chose, on a pris le contrôle, on se sert de briques et qu'on rassemble différemment, et c'est la philosophie. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. En quoi le choix de la distribution de Debian vous a aidé dans ce projet-là? Alors, à la base, je ne dirais pas que ça nous a aidé, mais... Ça ne nous a pas aidé, ça nous a même freiné à un moment donné, effectivement. Alors après, comme toute entreprise, on essaye d'avoir un parc qui soit le plus homogène possible. Debian, chez nous, c'est 80-90% du parc. Toutes les compétences étaient au niveau Debian principalement, c'est quelque chose qu'on connaissait sur le bout des doigts. Donc ça a été juste un choix rationnel à la base. Voilà. Donc, historiquement, l'OpenStack était plus ou moins détaché, donc on avait des repos, un type Mirantis, etc., qui étaient beaucoup plus libres. Et maintenant, effectivement, c'est un frein parce qu'on est dépendant de la distribution. Donc on s'y prend un petit peu autrement. Mais Debian, on ne l'a pas perçu comme une aide, c'était quelque part une contrainte, effectivement. Et quand nous avons formé le personnel en interne, même les formateurs nous disaient Debian, vous n'avez pas pris la meilleure option, ça ne va pas être facile, etc., etc. Voilà, c'était un choix rationnel. On ne l'a pas vu comme une aide, comme un avantage. C'était juste un moyen pour être cohérent dans l'ensemble, en fait. Voilà. Et vers quoi allez-vous évoluer maintenant? Alors ça, c'est une question qui est assez ouverte. Là, grosso modo, je pense qu'on va rester sur du Debian, mais là, on s'oriente doucement à se détacher, par contre, du packaging Debian, en fait. C'est à intégrer directement depuis les Git, etc., en fait, à être maître, y compris du packaging. Voilà. Merci. Il n'y a pas de problème. Il y a le temps pour une dernière question. Ouais. Juste une petite question sur l'IHM, l'interface client. Donc, vous disiez qu'Horizon était modulable, qu'on pouvait rajouter des choses et que ça allait évoluer vers l'intégration de la partie gestion de nom de domaine. En gros, je me posais la question de la complexité de modifier Horizon pour rajouter justement ce genre de choses versus la complexité plutôt d'utiliser les API d'OpenStack et d'utiliser un portail client existant qui gérait par exemple déjà le DNS et juste aller pas utiliser Horizon finalement et utiliser uniquement les API pour
Développer notre propre interface, tu veux dire. Voilà, exactement. C'est la complexité Après, des c'est une deux question- approches. En fait. Après, là, c'est purement, ça va sortir de la technique, c'est plus une priorisation de projet, en fait, en termes de, par rapport à la ressource dont on dispose en interne, si tu veux. Donc, c'est plus à ce niveau-là, en fait. Donc, on prend de l'existant, pas forcément redévelopper ce qui existe déjà et aller, pas à la simplicité, mais au résultat, en fait, tout simplement. À noter, d'ailleurs, une chose que j'ai oublié de dire et que j'avais mis dans mes slides, c'est que voilà, un des modèles économiques qu'on vise également, c'est d'ouvrir nos API OpenStack pour être entre guillemets revendeur en marque blanche de solutions cloud. Ça permettra en fait à nos clients qui veulent développer leur interface de venir piloter depuis leur interface qu'ils développent chez eux du cloud chez nous en fait. Merci. Après, pour finir sur la question, la partie horizon, donc dashboard, c'est modulaire, c'est du Django derrière, donc c'est très modulaire, et c'est pas de la modification, c'est-à-dire c'est du développement de panels spécifiques que l'on va venir ajouter. Voilà. Donc dans l'OpenStack, déjà tout ce qui est hosting, on va dire, est couvert. Donc on va avoir de la gestion de catalogue. Le Trough, typiquement, c'est de l'abstraction pour pouvoir piloter de la DB. Donc c'est quelque chose qu'on met à disposition de personnel non technique, grosso modo. On va trouver voilà, plein d'assistances. Donc c'est un mode assistana qui couvre déjà un gros périmètre. Finalement, avec le Designate, on récupère des panels de contrôle pour piloter effectivement du DNS techniquement parlant, sur lequel on a rajouté des modules complémentaires pour gérer du DNSSEC, de l'ENICAS, ce genre de choses. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque peu de panels, il manque des panels administratifs, ce genre de choses. Donc plutôt que de réinventer la roue, il était plus facile, du moins à l'heure actuelle, de développer des panels complémentaires et de se reposer sur la communauté et voir après de reverser à la communauté des choses qui pourraient bénéficier à d'autres personnes parce que finalement, il n'y a pas réellement d'intelligence métier. C'est un suivi de facturation, ce genre de choses. C'est quelque chose de très générique, quoi. Voilà. Je pense que tu sais de quoi on parle. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Merci.